Bonjour à tous, on continue les vidéos sur le climat. On va s'intéresser aujourd'hui à la dernière glaciation. Vous êtes prêts? C'est parti! Le Pléistocène, du grec ancien pleitos qui veut dire nombreux et kénos récent, est la première période géologique du Quaternaire et l'avant-dernière sur l'échelle des temps géologiques. Elle s'étend de 2,58 millions d'années à 11 700 ans avant le présent. Le Pléistocène est marqué par de nombreux cycles glaciaires. Sa fin correspond plus ou moins au début du Paléolithique. La dernière période glaciaire est une période de refroidissement global ou glaciation qui caractérise la fin du Pléistocène. Elle commence il y a environ 110 000 ans et se termine il y a environ 10 000 ans quand commence l'Holocène. Ces manifestations locales, plus ou moins synchrones, sont connues sous le nom de glaciation de Würm pour les Alpes ou de Vistulien pour l'Europe. À cette époque, tout le nord de l'Europe et le nord de l'Amérique du Nord étaient enfouis sous la glace. La banquise d'hiver avançait fortement dans les mers. La mise en place de ces couches de glace épaisses de 3 à 4 km d'épaisseur a provoqué une baisse du niveau de la mer d'environ 120 mètres il y a environ 20 000 ans. Certaines régions furent alors exondées et par exemple l'Angleterre et la France communiquaient. On peut citer également le cas de la Béringie, située entre la Sibérie et l'Alaska, permettant à une mégafaune de mammouths, équidés, camélidés, cervidés, ainsi qu'aux populations humaines de chasseurs-cueilleurs, de passer d'un continent à un autre. Plusieurs catégories d'indices permettent de repérer cette période glaciaire. Tout d'abord, les indices biologiques. Les principales associations végétales, forêts tempérées, forêts saisonnières tropicales, déserts froids, toundra, etc., sont appelées des biomes. Le mot biome vient du grec bios qui veut dire vie. C'est un territoire caractérisé par un climat, un milieu physique, chimique et une vie spécifique. La présence des espèces dépend de nombreux facteurs, dont la température et l'humidité. Ainsi, un peuplement végétal actuel est un bon indicateur du climat local. En effet, les espèces végétales sont adaptées à des conditions climatiques relativement précises. Et d'après le principe de l'actualisme, on peut supposer que dans le passé, les lois régissant la répartition des végétaux étaient les mêmes qu'aujourd'hui. Ainsi, la végétation du passé, qu'on appelle la paléovégétation, est donc utilisée comme indicateur du climat de l'époque, ou paléoclimat. On peut donc, par l'étude des pollens piégés, reconstituer les biomes passés et donc enregistrer les variations du climat. En effet, on trouve dans les sédiments des lacs et des tourbières en milieu continental des grains de pollen et des spores provenant des environs. Le pollen possède une enveloppe extérieure, l'exine, qui résiste à la plupart des dégradations chimiques et biologiques. Cette enveloppe permet au pollen d'être dispersé dans l'environnement sans être abîmé et d'être fossilisé dans des milieux appauvris en oxygène, comme les tourbières ou les fonds vaseux des lacs où il se retrouve mêlé aux sédiments. L'observation d'un grain de pollen permet d'identifier l'espèce émettrice, car la taille, la forme, l'ornementation de l'exine sont différentes d'une espèce ou d'un groupe d'espèces à l'autre. Chaque espèce végétale possède donc un pollen ou des spores caractéristiques qui permettent de l'identifier. Chaque biome est donc caractérisé par la présence des pollens des espèces qui lui sont caractéristiques. En identifiant puis en dénombrant les grains de pollen à différents niveaux d'une carotte sédimentaire, on peut faire des études statistiques de la fréquence de chaque type pollinique. En ne conservant que les espèces caractéristiques d'un biome spécifique, on peut établir un diagramme pollinique, témoin de l'évolution du peuplement local et donc des variations climatiques. Ainsi, par exemple, dans les Alpes en Savoie, des scientifiques ont foré le lac Noir et en ont extrait une colonne de 8 mètres de tourbe. La vitesse de formation de la tourbe est connue, il faut 1330 ans pour que 1 mètre de tourbe se dépose, ce qui équivaut à 100 ans pour 7,5 cm d'épaisseur de tourbe. La présence de pollen des différentes espèces végétales a été relevée tout au long de la colonne de tourbe. Leur nombre peut être présenté sous forme de graphique selon différentes profondeurs. D'après ce diagramme pollinique, on peut observer 3 peuplements. Entre 0 et 4500 cm de profondeur, on observe dans la colonne de tourbe des pollens de hêtres et de sapins. Cela signifie qu'autour du lac Noir, il y avait une hêtraie sapinière caractéristique d'un milieu froid et humide. De 4500 à un peu plus de 7000 cm de profondeur, on va observer principalement des pollens de chêne et de noisetier. Ce peuplement de type chêné mixte est caractéristique d'un milieu doux et humide. Enfin, dans la dernière partie de la colonne de tourbe, on observe principalement des pollens de graminées et de pins. Cela signifie qu'autour du lac Noir, il y avait donc des prairies avec des pins. C'est caractéristique d'un climat froid et sec. En utilisant la vitesse de formation de la tourbe, on peut donc dater les deux changements climatiques à 10 000 ans et 6 000 ans. On passe donc d'un climat froid et sec à un climat tempéré et humide. Il y a eu réchauffement climatique. C'est la fin du Pléistocène et le début de l'Holocène. Il y a environ 6 000 ans,
On passe à une végétation de type hêtrée sapinière, caractéristique d'un climat tempéré, froid et humide. Il y a donc eu refroidissement. En combinant les résultats obtenus sur différents sites, on peut donc construire des cartes de répartition de la végétation à différentes époques et confirmer les changements climatiques. Intéressons-nous maintenant aux indices climatiques de la glaciation passée. Le premier indice climatique utilisé est tout simplement les traces des glaciers. Les glaciers, lors de leur déplacement, broient le sol et provoquent la formation de moraines. Une moraine, c'est un amas de débris rocheux, érodés, transportés par un glacier ou une nappe de glace. Les matériaux qui se détachent des versants de la montagne sont véhiculés par le glacier et déposés lorsque celui-ci fond, généralement à la même altitude, d'où un empilement rocheux. Les moraines sont parfois tellement épaisses qu'avec l'érosion, des cheminées de fait vont se dresser. En effet, la moraine contenant des sédiments de toute taille, sous l'action de la pluie va s'éroder. Cependant, les blocs calcaires qu'elle contient protègent une partie de l'argile sous-jacente, ce qui fait qu'au bout d'un moment, avec l'érosion, une colonne se dégage. Quand la colonne deviendra trop fragile pour supporter le poids du bloc, elle s'effondrera. Les glaciers sont très puissants. Ils vont pouvoir transporter ce qu'on appelle des blocs erratiques. Un bloc erratique, c'est en géologie et en géomorphologie un fragment de roche d'origine morainique qui a été déplacé par un glacier parfois sur de très grandes distances. Et lors de la fonte du glacier, le bloc erratique est abandonné sur place. L'avancée des glaciers se traduit par des stries sur les roches sous-jacentes. Ces stries sont en général nombreuses et parallèles et sont causées par les roches, les graviers transportés par les glaciers qui vont polir et rayer le sol. La plupart des stries actuellement visibles datent de la dernière glaciation ou du petit âge glaciaire du Moyen Âge. D'autres indices climatiques sont des indices de changement d'activité humaine. Durant la glaciation du Würm, l'art des chasseurs-cueilleurs de Cro-Magnon, moins 35 000 à moins 8 000 ans, est fait d'animaux, d'humains et de signes géométriques. À cette époque, la vie quotidienne est rythmée par les saisons. Elle se reflète assez souvent dans la morphologie ou le comportement des grands herbivores représentés. La présence de certaines espèces traduit des épisodes froids, comme ici le mammouth. À la fin de la glaciation, la faune froide n'est plus représentée. Le grand art animalier des Cro-Magnons, représenté jusqu'à présent sur des parois de grottes, disparaît au profit d'un art des rochers de plein air. C'est ce qu'on appelle l'art rupestre. Cet art est schématique et souvent narratif. Intéressons-nous maintenant aux indices physico-chimiques. Alors que les données satellitaires ainsi que les capteurs au sol permettent de suivre l'évolution de la composition atmosphérique en direct, les calottes glaciaires ayant emprisonné au cours de leur formation des bulles d'air nous permettent de suivre l'évolution de la composition atmosphérique de leur époque. Cet enregistrement permet d'identifier les stades climatiques glaciaires et interglaciaires. À Vostok, station basée en Antarctique le 5 février 2012, les Russes ont pour la première fois et après 23 ans de tentatives réussi à percer les 3769 mètres de la calotte glaciaire. Ainsi donc, une carotte de glace de plus de 3 km de long a été extraite. Ainsi, la carotte de Vostok a permis de retracer les 420 000 dernières années. En 2004, le projet européen EPICA a permis de remonter jusqu'à 800 000 ans en arrière en réalisant une carotte plus profonde à la station Concordia du plateau antarctique. Ainsi, dans une carotte de glace, comme dans celle-ci réalisée au Groenland, plusieurs paramètres sont mesurés, et notamment les teneurs des bulles d'air en CO2 et en méthane. Ces deux gaz à effet de serre séjournent suffisamment longtemps dans l'atmosphère pour que la concentration de ceux-ci s'homogénéise à la surface de la Terre. Il est donc possible de se servir de ces mesures pour comparer et dater relativement des profils obtenus dans différentes carottes de glace. L'enregistrement du taux de CO2 dans les bulles de glace depuis la fin du Pléistocène révèle qu'à chaque période interglaciaire, le taux de CO2 atmosphérique était élevé et vice-versa. À chaque période glaciaire, le taux de CO2 était faible. Afin d'identifier les périodes glaciaires et interglaciaires, les géologues utilisent un thermomètre isotopique. L'oxygène est présent sous la forme de 3 isotopes. Le O16, léger et majoritaire, le O17 en très faible proportion et le O18 qui est lourd, présent à 0,2% dans l'atmosphère. Cela signifie que pour 500 molécules d'oxygène dans l'atmosphère, il y en a une de O18 et donc 499 de O16. L'utilisation la plus commune des isotopes de l'oxygène est basée sur le rapport entre les quantités de O18 et de O16 de la glace issue des carottages glaciaires ou de carbonate issus de forages sédimentaires. En effet, le dioxygène est présent dans les molécules d'eau et dans les molécules de carbonate de calcium des tests des foraminifères marins formés à partir d'éléments en solution et s'accumulant au fond des océans. La composition isotopique d'un échantillon est mesurée relativement à un standard de composition connu.
On exprime classiquement cette composition comme une déviation relative à ce standard par la notation géochimique delta dans laquelle les rapports isotopiques sont en nombre d'atomes. La simplification mathématique nous donne cette formule. Il nous suffit donc de mesurer le rapport de O18 sur O16 de l'échantillon et de le rapporter au standard. Le standard utilisé est appelé SMO pour Standard Mean Oceanic Water. Il représente l'eau de mer à 25 degrés. Comme ce delta est petit, on l'exprime en pour 1000 plutôt qu'en pourcent. Le delta O18 exprime donc l'enrichissement pour une variation positive ou l'appauvrissement pour une variation négative de l'échantillon par rapport au standard. Cette formule nous permet de constater que plus la proportion d'isotope 18 est importante, plus la valeur du delta sera élevée. L'isotope O18 comporte 2 neutrons de plus que le O16, de sorte que la molécule d'eau qui le contient est plus lourde. Son évaporation nécessite donc beaucoup plus d'énergie qu'une molécule constituée de O16. A l'inverse, sa condensation nécessitera moins d'énergie. Le rapport O18-O16 de la vapeur est ainsi environ 1% plus faible que celui de l'eau en équilibre. Au cours de son évaporation, l'O16 plus léger passe donc préférentiellement dans la phase gazeuse et l'O18 reste donc préférentiellement dans la phase liquide. Lors des précipitations, O18 étant plus lourd, il a tendance à précipiter majoritairement par rapport à O16. Cela a deux conséquences. Le nuage s'appauvrit en O18 et l'eau de mer s'enrichit en O18. Ici, le rapport O18-O16 diminue. Ici, le rapport O18-O16 augmente. On observe alors une variation du delta O18 du nuage et de l'eau de mer. Deux scénarios se dessinent alors. En période glaciaire, les nuages se formant à l'équateur précipitent sous des latitudes plus basses qu'en période chaude, car ils rencontrent rapidement des masses d'air froid venues des pôles. Ainsi, les nuages s'appauvrissent en O18 et l'océan s'enrichit en O18. Son rapport O18-O16 augmente. Les nuages arrivant au pôle sont donc proportionnellement moins riches en O18 que le nuage 1, et donc proportionnellement plus riches en O16 que le nuage 1. De ce fait, le rapport O18-O16 de la glace diminue, et son delta O18 est encore plus faible, donc beaucoup plus négatif. Les précipitations vont rester au sol, car les pôles sont gelés. À ce moment-là, l'océan ayant perdu de l'eau, le niveau marin baisse, ce qui concentre encore plus le O18. L'eau de mer ayant donc récupéré les précipitations proportionnellement enrichies en O18, voit son rapport O18-O16 augmenter. Il n'y a pas de retour à la normale du delta O18 de la mer parce qu'il n'y a pas d'apport d'eau des pôles. Comme le delta O18 de l'océan augmente, le test des foraminifères va également s'enrichir en O18 et son delta O18 va également augmenter. Si maintenant nous nous mettons en période interglaciaire, il y a fonte de la calotte polaire. Le volume de l'océan va augmenter, l'eau de mer récupère le O16 des glaces et le rapport O18-O16 diminue. En effet, la fonte des glaces a dilué la forte concentration de O18 résultant du précédent épisode de froid. Donc le delta O18 de la mer revient à la normale. L'évaporation est forte, mais il y a peu de précipitations aux latitudes basses car les nuages ne rencontrent pas d'air froid. Les nuages qui parviennent au pôle sont donc proportionnellement plus riches en O18. La glace s'appauvrit donc en O16, mais s'enrichit en O18. Le rapport O18-O16 des glaces augmente, donc le delta O18 des glaces se rapproche de zéro. Dans l'océan, c'est l'inverse. Le rapport O18-O16 diminuant, le delta O18 des tests de foraminifères diminue également. Ainsi, le delta O18 des tests carbonatés évolue comme le delta O18 de l'océan, lui-même lié au volume de glace stocké à un moment donné dans les régions polaires. Le delta O18 est donc le reflet du climat. Plus l'eau est froide, plus le delta O18 des tests carbonatés des foraminifères planctoniques, et donc des sédiments marins, augmente, plus le volume glaciaire augmente et le delta O18 des glaces formées diminue. Plus l'eau est chaude, plus le delta O18 des tests carbonatés des foraminifères planctoniques, et donc des sédiments marins, diminue, plus le volume des glaces diminue et le delta O18 des glaces formées augmente. Ce système de déduction des températures s'appelle donc le thermomètre isotopique. Les résultats obtenus par l'étude de la teneur en CO2 des bulles prisonnières de la glace coïncident avec les résultats de l'étude menée sur le delta O18 des tests carbonatés des foraminifères planctoniques. Sur ce graphique, vous avez la variation du delta O18 dans les sédiments marins depuis 600 000 ans. À chaque hausse du delta O18 des sédiments marins, on peut donc affirmer qu'il y a eu une glaciation. Ceci est cohérent avec les résultats donc de l'analyse des bulles d'air. Attention, sur ce document, l'axe des temps va de droite à gauche,
alors qu'ici il va de gauche à droite. L'axe détente des deux graphiques n'étant pas présenté de la même manière, j'ai volontairement inversé l'image du premier afin de pouvoir faire une corrélation. Et on observe un antiparallélisme des courbes. À chaque hausse du delta O18 des tests carbonatés des foraminifères planctoniques correspond une baisse de température sur la station Epica et la station Vostok. On remarque également une augmentation du volume glaciaire. Attention, pour cette courbe, vous voyez qu'ici, nous sommes sur le haut du glacier et là sur le bas du glacier. Donc nous avons donc bien ici une augmentation du volume glaciaire. De même, à chaque fois qu'il y a une baisse du delta O18 des sédiments marins, il y a une augmentation de la température et une baisse du volume glaciaire. L'étude des deux paramètres, taux de CO2 et delta O18, confirme donc les périodes glaciaires et interglaciaires.